Les conseils des experts. Une interview, un podcast. Je suis Emma Lagarigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de réaliser une super formation afin de devenir formatrice animatrice en discipline positive pour les parents. Durant cette formation, j'ai rencontré Jean-Sébastien Notez, coach spécialisé dans les adolescents et jeunes adultes et aussi bien sûr formateur en discipline positive pour les parents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'interviewer afin qu'il nous apporte des clés pour qu'on puisse se préparer le plus sereinement possible au passage à l'adolescence de notre enfant. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Emma. Alors, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter en quelques mots? Bonjour à tous les parents plus qu'imparfaits. Donc moi je suis Jean-Sébastien Notez, je suis coach spécialisé dans les adolescents. Je me suis formé au processus de coaching, qui est un processus qui est au départ adapté pour les phases de transition en entreprise. Donc je me suis formé pour accompagner les entreprises, mais dans ma formation, je me suis spécialisé sur les ados. Donc j'ai fait une formation spécifique pour bien comprendre les particularités des adolescents et pouvoir adapter le processus de coaching aux adolescents. Parce que je pense, et c'est ma conviction, que les phases de transition, il y en a très peu dans la vie, et de passer de l'enfance à l'adulte est une phase de transition quand même assez importante et qui nécessite forcément un accompagnement dans un monde aujourd'hui de plus en plus complexe. Voilà. Et comme toi, je me suis formé aussi à la discipline positive parce que je pense que les parents, il faut savoir que 30% des parents estiment avoir des difficultés justement avec leur adolescent dans leur éducation. Donc c'est vrai que les outils de discipline positive permettent justement apporter un accompagnement et un peu d'aide aux parents. Voilà. Bah, c'est sûr que quand on est un parent d'un jeune enfant, l'adolescence, c'est vraiment une période qu'on redoute. Parce qu'on sait, pour l'avoir vécu, qu'elle est difficile à vivre. Comme tu parles, en effet, de transition de vie, c'est vrai que c'est un moment pas évident. On peut vite se sentir démuni, en fait, quand on est parent, parce qu'on a l'impression que notre enfant nous échappe, que le lien s'effiloche. Du coup, j'ai une première question à te poser. Est-ce que l'adolescence, ça arrive d'un coup? Est-ce que quand on est parent, on la voit arriver? Alors, l'adolescence, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est quand même une mutation, donc comme toute mutation, elle dure. Maintenant, on parle plus même d'adolescence, c'est-à-dire que la période d'adolescence est de plus en plus longue. Ce qu'il faut savoir réellement, c'est que l'adolescence, c'est un mot qu'on met pour justement ce passage de l'enfance à l'adulte, et cette période dure plus ou moins longtemps selon l'époque où on vit. On était plus vite adulte avant parce qu'on était plus vite confronté aux difficultés de la vie, donc on était mûr plus rapidement. On estime que l'adolescence, c'est de 14 ans jusqu'à 24 ans. C'est par rapport au changement physique de l'adolescent. Donc ça, c'est plutôt les neurosciences qui analysent justement et qui estiment cette phase par rapport aux mutations du corps de l'adolescent. D'accord. Okay. Voilà, donc ça n'arrive pas d'un coup et ça dure longtemps. ça dure quelques années, et pendant cette phase, c'est vrai que. Ouais, je suis très surprise en fait des âges. Voilà, oui. Après c'est une moyenne, hein, je veux dire. Tout le monde n'est pas adulte à 24 ans. Certaines personnes vont être adultes bien avant 24 ans. Ça dépend aussi de la vie de l'enfant. Ça dépend de l'environnement aussi. Ouais. Et puis aussi, moi j'entends quand même beaucoup de parents qui ont l'impression que leurs enfants deviennent entre guillemets ados de plus en plus tôt. Parce que là tu parles de 14 ans d'un point de vue physique et neurologique. Mais on a ces pré-ados en fait où des fois les parents ont envie de se tirer une balle, quoi, parce que c'est vraiment difficile à gérer, même un enfant qui a 11-12 ans, on se dit c'est pas possible, quoi. C'est vrai qu'il y a une préadolescence qui commence à naître un peu entre 10 ans et 14 ans. On sent nos enfants qui sont sollicités et poussés un peu à devenir, à vivre un peu ces phases de changement qui est l'adolescence. Mais c'est plutôt c'est une préadolescence qui n'est pas physique, c'est une préadolescence qui est plutôt
liées à la société dans laquelle notre enfant évolue, en fait, et qui sont de plus en plus stimulés et très tôt. Du coup, ils rentrent plus facilement dans une phase d'adolescence sans y être vraiment, en fait. D'accord. Je te remercie par rapport à cette réponse. Maintenant, j'ai une deuxième question pour toi. Quels sont, selon toi, les 3 points sur lesquels les parents plus qu'imparfaits de pré-ado devraient accorder leur attention? Pour les parents plus qu'imparfaits qui veulent accompagner leur enfant vers l'adolescence et accompagner l'adolescence vers l'adulte, les 3 points vraiment qu'il faut travailler, je pense, c'est la confiance en soi. Pour moi, c'est essentiel, je vous expliquerai pourquoi. La responsabilisation et l'autonomie, c'est aussi des points vraiment importants pour que notre enfant soit un adulte dans une société qui évolue et bouge rapidement. Ça, c'est une réalité. Et la connexion, alors j'appelle ça la connexion aux valeurs humaines, c'est-à-dire être connecté entre nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à perdre de plus en plus avec l'outil numérique. C'est une valeur qu'il faut travailler, je pense, pour avoir des futurs adultes posés dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui, et sur lequel ils doivent évoluer et trouver une place. C'est clair. La connexion, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'en parle beaucoup dans mes articles et podcasts. Et voilà, du coup, je constate que c'est important à tous les âges. Donc, pour ça, merci. Tu voulais détailler un petit peu la confiance en soi. Donc, on a parlé d'ado. Il faut savoir que dans la phase d'adolescence, il y a 2 changements. Il y a des changements physiques et des changements cognitifs. Donc le changement physique, bon, ça fait simple à observer. On peut se poser la question tout à l'heure, est-ce qu'on voit arriver l'adolescence? Oui, on peut la voir arriver déjà en observant notre enfant qui est en train de muter. Donc pour un garçon, ça va être les poils, ça va être il va se mettre à grandir les pieds, les pieds qui vont grandir en premier. Donc c'est déjà là un signe on va voir physiquement les hanches pour les femmes, pour les filles du coup. Donc ça, c'est les changements physiques qu'on peut observer réellement. Il faut savoir aussi que entre un enfant et un ado, ça commence à être un être, on parle de sexué, donc il va découvrir la sexualité. Ça fait partie des changements physiques de son corps, des règles, les premières éjaculations pour les garçons. Donc ça, c'est des réalités. Donc c'est ce qui va se passer physiquement dans leur corps. Ils vont être confrontés à ça. Donc ils vont être perturbés par ça aussi. Donc c'est pour ça que je reviens sur la confiance en soi. C'est des choses qui vont les perturber. Donc ils vont devoir s'armer et construire une confiance en soi parce que tout est en train de changer physiquement dans leur corps. Ils vont être maladroits, ils vont avoir des troubles de l'humeur, ils vont avoir des agitations. Il faut savoir que physiquement ils vont avoir 50 fois plus de testostérone qu'un adulte. Donc ils vont être et 20 fois plus d'œstrogène pour une fille. D'accord. Donc voilà, ça va bouger. C'est une phase qui va être dynamique dans le sens où ils vont se construire. Ils vont se construire en tant qu'adultes. Et quand je parle de confiance en soi, c'est aussi ne pas dire je suis nul, je suis maladroit. C'est normal pour un adolescent d'être maladroit. Pas la peine il faut que nous en tant que parents aussi qu'on voit et qu'on c'est pas une étiquette, c'est pas une fin en soi, c'est propre à l'adolescent. Oui, voilà. C'est propre à l'adolescent, c'est pas de sa faute. Et quand je dis confiance en soi, c'est pas de sa faute. Nous en tant que parents, on peut aussi accompagner notre ado dans cette phase de confiance en soi, c'est-à-dire que il doit se dire c'est normal que j'affronte ça. Donc éviter les petites phrases dévalorisantes, quoi. C'est ça. Ça c'est pas Il faut dire il faut prendre conscience que cette phase d'adolescence, c'est une phase de construction. Mais dans une phase de construction, on doit solidifier les bases, et c'est là qu'on construit les bases pour être adulte. Après, je parlais de changement cognitif, c'est-à-dire que le cerveau, il est pas fini, il est en train de mûrir. Donc, il y a des changements aussi au niveau de sa conception. Donc, tout ce qui est raisonnement, prise de décision, recul, c'est pas encore tout à fait mature. La construction n'est pas finie. Donc, tout ce qui est impulsivité, prise de risque, gestion des conflits est différente entre un adolescent et un adulte, parce que cette construction du cortex préfrontal n'est pas finalisée. Donc, c'est aussi normal que notre adolescent ait des comportements excessifs, impulsifs. C'est expliqué par les neurosciences. Donc c'est normal aussi d'avoir ce genre de comportement. Donc c'est pas un adolescent qui est contre vous.
C'est un adolescent qui est en train de muter. Il faut changer notre regard aussi vis-à-vis de cet être en mutation. Voilà. Ce que j'essaie aussi de dire et de partager, c'est que nous, en tant que parents, on doit changer aussi notre regard vis-à-vis de notre adolescent. Et c'est important aussi de dire c'est normal. Et pour lui, c'est important parce que c'est l'adolescence où il va construire la confiance en soi. Et je pense qu'en tant qu'adulte, l'arme pour affronter la vie d'adulte, c'est la confiance en soi. On peut devenir un adulte aguerri dans un monde d'adulte à partir où on a confiance en soi. Cette phase d'adolescence, c'est la phase, pour moi, où on construit cette arme. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais un ou deux outils ou en tout cas conseils pour justement améliorer et développer la confiance chez nos ados? Alors, pour améliorer la confiance chez nos ados, faut avoir une vision plus globale en fait. Il n'y a pas un outil particulier. Il y a des points d'attention à avoir. Donc, la confiance en soi fait le premier parti du point à travailler, mais aussi je te disais aussi la responsabilisation, oui. L'autonomie. C'est aussi quelque chose qu'il faut développer. Et, je pense que tous les outils qu'on peut mettre en place en tant que parents, c'est des outils qui doivent amener notre enfant à se responsabiliser. C'est vrai qu'en discipline positive, tu vas pouvoir me conforter justement dans ce que je suis en train de dire, parce que toi comme moi, on connaît les outils de discipline positive, qui sont des outils justement qui permettent aux parents de mettre en place un climat de responsabilisation et d'autonomie pour notre enfant. C'est-à-dire qu'on donne tous les outils pour que notre enfant apprenne à être responsable et apprenne à être autonome. Ouais, c'est ça, développer l'autodiscipline en fait. L'idée, c'est pas que notre enfant fasse les choses par peur d'être puni, mais qu'il fasse les choses par lui-même parce qu'il comprend les raisons qui sont derrière tout ça. Et je pense que c'est très important parce que, moi je fais une analyse une analyse un peu pas positive, mais dans le sens, moi je pense réaliste. Positif, c'est être réaliste dans le monde où on vit. Et je pense que responsabilisation et autonomie, c'est ces petites clés qu'on peut donner à nos enfants. Dans une société qui est en mutation, parce qu'il faut être réaliste, en 70 ans, notre société a muté 3-4 fois. On a 3-4 générations, X, Y, Z, qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des rythmes de vie différents. Ils ont été formés avec des outils différents. Je parle régulièrement avec un coach en transition numérique et on échange beaucoup sur ce sujet. C'est la première fois depuis un certain temps où les parents ne connaissent pas l'environnement des enfants. Moi, en tant que parent, je ne connais pas l'environnement de mon enfant. Mon père connaissait mon environnement, enfin à peu près. Et les générations d'avant connaissaient l'environnement parce que ça ne mutait pas, la société ne mutait pas, c'était plutôt quelque chose de récurrent. Là, on est dans une phase où on est en explosion de technologie et la société qui gravite autour de cette explosion technologique change. Et moi, je connais pas ce que vit mon enfant. Je ne peux pas donner de conseils. Par contre, mon enfant connaît mieux la société ou les outils que moi. Donc, il y a quelque chose où aussi il faut être en connexion. Et c'est un des mots qui vient après connexion humaine. On doit être en connexion avec notre enfant parce que il faut se dire que notre enfant peut-être connaît mieux son avenir que nous. Notre vision de son avenir n'est peut-être pas la bonne. Et peut-être que lui connaît mieux son avenir que nous parce qu'on ne sait pas. Et c'est une réalité. Il faut savoir que 30 ou 40% des métiers n'existeront plus d'ici 20 ans. On ne sait pas. Il y a une grande partie des métiers qu'on ne connaît pas encore. Donc, dans 20 ans, on ne sait pas quels seront les métiers de l'avenir. Ouais. Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué en tant que parent. Et c'est vrai que la société évolue tellement. On parle de crise économique, de crise écologique. Tout ça, ça fait partie de notre société. Et c'est ce que nos enfants entendent et vivent. Donc c'est vrai que les responsabiliser, c'est un outil, c'est quelque chose qu'on peut transmettre et quelque chose où on est sûr que ça restera dans le temps. Je trouve ça incroyable ce que tu nous dis parce que c'est une vraie prise de conscience parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on peut avoir tendance à se dire qu'on sait ce qui est bien pour notre enfant, on veut son bonheur, mais son bonheur, on a peut-être tendance à avoir une idée précise en fait de ce que peut être le bonheur pour lui. Et je trouve ça très 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 pertinent et intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'est vrai que finalement on connaît très mal l'environnement de nos enfants, on est un peu démunis. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment dans une conférence. Et, la phrase qui m'avait percuté, c'était en voulant faire le bien, on fait des actions négatives, on fait le mal.
voulant faire le bien, on veut faire le mal. Et en tant que parent, on a tendance à vouloir tellement faire du bien pour notre enfant qu'on est tellement passionné, on l'aime, il y a tellement une émotion forte, on est tellement en lien, on veut c'est puissant, ce qu'on veut pour notre enfant, c'est extrême. Et on peut pas se rendre compte qu'on fait mal, en fait, quelque chose. Et c'est pour ça que j'adore ton titre, les parents plus qu'imparfaits. Oui, on est des parents plus qu'imparfaits, parce qu'on adore notre enfant. Et le fait d'avoir ce lien, cette connexion avec notre enfant, cette possession un peu, c'est notre enfant, fait de nous des parents imparfaits. Et c'est vrai que ça nous oblige à avoir un certain recul et c'est vraiment pas évident. Tu avais autre chose à rajouter par rapport à ces points ou on a parlé de connexion humaine, mais je pense que c'est la seule chose qui ne va pas muter. On est vraiment dans une société où on est dans le savoir, la connaissance. On est submergé d'informations, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour devenir des gens intelligents, avoir la connaissance, la technologie. Voilà, on est dans une profusion d'informations, tellement d'informations qu'on oublie peut-être l'essentiel, qui est peut-être plus simple à mes yeux, c'est les interactions, les émotions, les interactions entre les hommes. Et ça, c'est vrai que la connexion à l'homme, le savoir, et moi je parle plutôt d'un savoir-être, et savoir-être par rapport à quelqu'un d'autre, ça c'est le numérique ne peut pas le transmettre. Il y a que nous en tant que parents ou que nous en tant qu'hommes qu'on peut travailler sur soi pour avoir un savoir-être. Ça passe déjà par nous, un savoir-être, c'est pas évident, mais le développement personnel, le travail sur soi, l'introspection, donc ça va par les émotions, l'empathie, la méditation. Moi j'aime bien, c'est dire apprendre à apprendre. C'est un peu une boucle vertueuse, c'est apprendre à apprendre. Voilà. D'accord. Là, on a beaucoup parlé justement de l'explosion numérique, technologique, etc. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus au sujet des écrans, parce que c'est vrai que les jeunes, ils sont de plus en plus tôt accros aux écrans. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour éviter que ça dégénère au moment de l'adolescence, justement, pour prendre ce sujet à temps? C'est vrai que le numérique, comme tout parent, ça me fait peur. Sérieusement, hein. Je suis un ancien professionnel de l'informatique. J'ai travaillé sur Paris dans le domaine informatique et j'ai lisé un article justement récemment sur la Silicon Valley et les personnes qui ont travaillé dans toutes les startups. Et il y a un mot d'ordre qui est: il faut faire attention à cet outil numérique qui est donné justement entre toutes les personnes qui travaillent dans ce monde numérique. Il faut faire attention. Mais moi, je tiens à dire que c'est un outil. Et comme tout outil, quand on inventait le silex, c'était un outil. On peut se blesser avec, on peut se faire mal, c'est coupant. Le numérique est un outil. Donc on peut se blesser, on peut se faire mal, et il y a des dangers derrière. Donc à nous aussi d'apprendre, quand je disais apprendre à apprendre, c'est apprendre à utiliser l'outil numérique tel qu'il doit être utilisé, c'est-à-dire comme un outil. Et pas comme une substitution à la vie réelle, par exemple. Donc, la vigilance qu'on doit avoir en tant que parent, c'est cette limite-là, c'est de dire c'est un outil. Donc, c'est vrai que ça a des avantages. Je lis beaucoup et je regarde, il y a des études scientifiques qui étudient justement l'effet numérique, les jeux vidéo, qu'est-ce que ça peut apporter à un adolescent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adolescent, c'est un être en construction. Et l'outil numérique lui permet justement d'explorer l'être humain aussi. Quand on parle des réseaux sociaux, par exemple, ça peut être un très bon bac à sable pour justement se confronter à la vie réelle, aux interactions avec d'autres personnes, donc négatifs ou positifs, avoir des commentaires qui sont blessants. C'est une confrontation, donc c'est une réalité. On est dans la vie de tous les jours. Quand on sera adulte, on sera en équipe, on va travailler dans une entreprise, on va être confronté à d'autres personnes qu'on va pas forcément apprécier ou qui vont dire des choses qui vont être blessantes. C'est une réalité. On est fait pour contribuer et appartenir à un groupe. Et on doit apprendre à contribuer, à appartenir dans un groupe. Donc l'outil numérique peut permettre à ça. Je vous ai dit aussi que l'adolescence, c'était un cerveau qui était en construction. Et c'est vrai que les jeux vidéo, par exemple, permettent justement d'alimenter un peu ce cerveau qui est en train de se construire et justement d'aider, de amener des éléments à ce cerveau pour qu'il se construise. Donc tout ça pour dire que le numérique, c'est un outil. Il y a des précautions à prendre. Je pense que la violence dans les jeux vidéo, par exemple, je trouve que c'est un peu excessif.
Donc peut-être avoir un contrôle justement sur les jeux accessibles par nos enfants ou adolescents. Et le temps, comme un adolescent n'est pas mature en soi, donc on a vu, je vous ai expliqué que son cerveau est en construction, donc il peut y avoir une addiction qui peut se créer vis-à-vis des écrans. Et nous, en tant que parents, il faut qu'on fasse attention entre ce qui est le temps passé devant un écran. Est-ce que c'est vraiment quelque chose où c'est une fuite de la réalité ou c'est quelque chose qui complète parce que il a envie de se détendre et que c'est son outil pour se détendre, par exemple. C'est vrai que c'est pas évident parce que le numérique et les jeux vidéo peuvent être un outil bénéfique pour l'adolescent, mais en tant que parent, il faut quand même mettre des règles. Donc c'est vrai que c'est très difficile de dire, le numérique actuellement, on sait pas, on connaît pas les métiers de demain. Donc si notre enfant apprend donc je parle toujours d'apprendre à apprendre, apprend par le numérique peut-être un futur métier qui n'existe pas. On pense aux youtubeurs par exemple, et youtubeurs qui explosent et voilà, ils vivent de leur métier du coup, qui devient YouTube. C'est un métier, c'est leur métier du futur. Non, est-ce qu'on doit couper nos enfants de leur futur métier? Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question-là. On peut juste informer nos enfants des méfaits du numérique, donc leur expliquer. La formation permet justement de protéger un peu nos adolescents et nos enfants de cet outil, un outil qui est le numérique. Ouais. Et puis comme on disait tout à l'heure, la connexion reste importante. La connexion dans le sens humaine, hein, Oui. parce que c'est en discutant, en échangeant, en créant un lien avec notre enfant qu'on arrivera déjà à le sensibiliser. Et puis aussi à mieux connaître ses goûts, parce que c'est vrai que quand on échange avec notre enfant, on peut aussi un petit peu creuser pour savoir ce qu'il aime faire d'autre ou ce qu'il aimerait faire d'autre pour essayer qu'il puisse s'intéresser à d'autres passions afin qu'il passe pas tout son temps devant un écran. Je pense que ça c'est important aussi, hein, de garder ce lien. C'est important de savoir ce que fait notre enfant sur les écrans. Aussi, si on se ferme les yeux en tant qu'adulte, on ne sait pas. On perd l'information et la connexion, comme tu soulignes, est important. C'est vrai. Ouais. Moi, ce que je pourrais rajouter sur ce que tu dis, c'est la connexion, l'écoute et l'encouragement d'une activité créative. C'est vraiment ce que je peux conseiller à un parent de futur ado ou d'ado, puisqu'on parle de parents imparfaits. Moi, je pense qu'il faut être un parent imparfait et laisser nos enfants s'ennuyer. C'est-à-dire que l'outil numérique n'est pas quelque chose qui doit pallier l'ennui. L'ennui est source de création pour un enfant. Soyons des vrais parents imparfaits et laissons nos enfants s'ennuyer un peu. Oui, je pense que tu as raison. Ok, alors si je résume un petit peu tout ce qu'on a dit en quelques mots, hein. Donc l'adolescence, ça se voit, on peut l'observer, hein, on la voit arriver. Tu parlais justement des changements physiques que ça produit sur nous, sur les enfants, et le fait que ça perturbe l'enfant, hein, ces changements physiques. On a parlé donc de 3 points importants: la confiance en soi, le fait de nous en tant que parents d'essayer de changer notre regard, parce que comme on disait, l'enfant est en pleine mutation et donc c'est pas de sa faute, hein, si il n'est pas contre nous. Donc ça c'est complètement normal si l'enfant est maladroit ou si l'enfant se rebelle ou voilà, c'est normal. Donc et puis aussi ça permet de déculpabiliser aussi en tant que parent. Le deuxième point que tu as abordé, c'est la responsabilisation et l'autonomie. Donc éviter de faire les choses à la place de notre enfant, hein, l'aider en fait à grandir, et ça passe par l'autonomie. Ensuite, on a parlé, on en a beaucoup parlé, hein, la connexion aux valeurs humaines. Donc transmettre un savoir-être et, comme tu disais, apprendre à apprendre. Ça, c'est quelque part, c'est développer la curiosité, hein, chez nos enfants. Et puis, on a parlé du numérique. Ne pas diaboliser le numérique, parce que, comme tu disais, ça sera peut-être leur futur métier. C'est vrai que les métiers évoluent et dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas quels métiers pourront être développés. Donc, ne pas diaboliser les écrans, mais exercer un vrai contrôle au niveau du type de jeu, parce qu'il y a beaucoup de violence, et du temps passé
sur les écrans, que ça soit pas un moyen d'échapper à la réalité, que ce soit pas une fuite, mais plutôt un passe-temps. Et puis enfin, tu as terminé par aussi encourager nos enfants à développer des activités créatives et puis à s'ennuyer quelquefois aussi. C'est parfait. C'est parfait. Donc ouais, c'est vrai que c'est une période de vie pas évidente, mais nous pouvons en tant que parents avoir un rôle important pour accompagner et guider notre enfant. Donc je m'adresse à tous les parents plus qu'imparfaits. Est-ce que vous redoutez cette période pour vos enfants? N'hésitez pas à le dire en commentaire en bas de l'article du podcast en précisant ce que vous craignez le plus. Et puis si vous avez des questions pour Jean-Sébastien, vous pouvez également les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire le lien avec toi, Jean-Sébastien. Vous pouvez également aller sur son site internet pour en savoir plus ou pour le contacter directement. Donc c'est ajd-co, donc co.com. Voilà, écoute, l'interview touche à sa fin. Encore merci Jean-Sébastien pour le temps que tu nous as accordé et pour ces précieuses informations. Donc encore une fois, n'hésitez pas à le contacter. Il est hyper inspirant et je pense qu'il pourra vous apporter énormément. Je te dis à très bientôt. Merci à toi pour de rien. cet échange. En tout cas, c'était très, très sympathique. Ton sourire et puis la bonne humeur. Donc, c'est parfait. Je te remercie. Salut à vous les parents plus qu'imparfaits et surtout, n'oubliez pas de rester imparfaits. Ciao, ciao. Salut.